s'avancer en tant que deuxième puissance maritime du monde derrière les États-Unis et devant l'Australie, tout cela en très grande partie grâce au territoire ultramarin français à l'origine de 97% de ces espaces. Les conséquences se révèlent nombreuses: gestion des zones de pêche, sécurisation des frontières, tensions avec des États voisins, préservation de la biodiversité constituent le quotidien des autorités françaises à Paris et sur place. État des lieux et perspectives à suivre avec nos invités. C'est Nicolas Bastuc, rédacteur en chef Société au Point, qui va animer cet échange, au terme duquel je vous rappelle que vous pourrez poser vos questions en les envoyant au 07 67 67 29 56. Nous les aborderons à la fin de cette session. C'est à vous, Nicolas, sous vos applaudissements, bien sûr. Merci, bonjour et bienvenue pour ce débat. Cela vient d'être dit, l'exécutif aime le rappeler, avec ses 11 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive, la France peut se targuer d'être la deuxième puissance maritime du monde. Mais est-ce que cette puissance autoproclamée est bien réelle? Sur quoi repose-t-elle? Quelles en sont les forces et faiblesses? Avons-nous réellement les moyens de nos ambitions? Voici quelques-unes des questions que nous allons poser à nos invités. Et pour évoquer donc ces sujets, Cyril Boirier-Coutancé, tout d'abord. Bonjour monsieur. Vous êtes directeur de recherche du Centre d'études stratégiques de la Marine. Vous enseignez à Sciences Po. Vous êtes le rédacteur en chef de la revue Études marines. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur la mer, et notamment un atlas de la mer au XXIe siècle, et plus récemment, la relocalisation du monde, préfacée par Pascal Lamy aux éditions du CNRS. À côté de vous, monsieur Mered, Nico Mered, bonjour, vous êtes secrétaire général de la chaire Outre-mer de Sciences Po Paris. Vous enseignez la géopolitique des pôles et des Outre-mer dans cette même école. Vous travaillez spécifiquement sur le positionnement stratégique et le potentiel de décarbonation des territoires ultramarins. Vous intervenez également à HEC et à l'École de guerre, et vous publierez cette année un essai sur les enjeux stratégiques de l'hydrogène et un atlas géopolitique des Outre-mer. Et pour terminer cette présentation, Olivier Poivre d'Arvor, bonjour monsieur, vous êtes philosophe de formation, vous avez eu plusieurs vies, journaliste, éditeur, metteur en scène, conseiller culturel en France et à l'étranger. Vous avez dirigé France Culture avant d'être nommé ambassadeur, et depuis 2020, vous êtes ambassadeur chargé des pôles et des enjeux maritimes, et depuis peu l'envoyé spécial du président de la République pour les océans. Grand voyageur, vous présidez depuis 2014 le Musée national de la marine. Vous êtes l'organisateur du One Ocean Summit qui réunira à Brest dans quelques jours, au mois de février, tout ce que la planète compte de décideurs au sujet de la protection des océans. Et vous venez de publier chez Place des Victoires Voyage en mer française, un livre dans lequel vous insistez sur la nécessité de protéger ce bien commun que constituent les océans. Alors, puisqu'il est question de la puissance maritime de la France, quelques chiffres d'abord. 11 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive, ça c'est vraiment le chiffre à retenir. Nous sommes 22 fois plus grands en mer qu'en terre, et cette puissance, nous la devons essentiellement à nos territoires ultramarins. Je pense que jusque-là, tout le monde sera d'accord. Alors, il y a une phrase de vous que j'aime beaucoup, monsieur Poivre d'Arvor. Vous dites « Nous ne sommes pas un hexagone, mais nous sommes un archipel, et nous ne devons plus penser en mérien, mais en terrien. » Alors, que vous voulez dire? Nous ne devons plus penser en terrien, mais en mérien. En terrien, mais en mérien, pardon. Voilà. Ben, tout à fait. Pour les raisons que vous avez dit, c'est que nous sommes un tout petit pays, 500 000 km², c'est pas grand-chose. Mais quand vous dites que vous avez 22 fois plus d'espace à vous, qu'est à vous, ce qu'on appelle la zone exclusive économique, ce qui, je ne voudrais pas vous contredire, mais ne fait pas de nous une grande puissance maritime. Le fait d'avoir un grand espace maritime, nous sommes le deuxième domaine maritime au monde, pas deuxième puissance maritime, deuxième domaine maritime. C'est un élément de la puissance, mais c'est aussi un élément de la charge, en fait, y compris la protection de la biodiversité. Et donc, en effet, ces questions de savoir qui a la plus grande voiture ou qui est le plus puissant se posent régulièrement. Mais en fait, c'est assez simple, il ne faut pas chercher beaucoup. Il faut regarder les membres du Conseil de sécurité. Vous avez les 5 puissances maritimes qui sont là.
C'est intéressant parce que c'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils sont membres du Conseil de sécurité, et donc vous retrouvez la Russie, la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Voilà. Donc c'est souvent ce que nous rappelons, c'est que en fait la puissance maritime, c'est à la fois une histoire, une géographie, des kilomètres, des millions de kilomètres en l'occurrence. Donc ça c'est le domaine, c'est la capacité aussi dans le droit, du droit à la gouvernance de la mer, de compter. La France a beaucoup compté dans de nombreux traités, je pense au traité du Svalbard, je pense au traité de l'Antarctique. C'est donc la capacité juridique, mais c'est aussi la capacité militaire de se projeter. Nous avons une marine nationale qui fait partie des 3 ou 4 grandes marines nationales aujourd'hui, et qui a depuis quelque temps de nouveaux crédits qui lui permettent de remonter et mettre derrière nos amis britanniques. Puis nous avons des revenus économiques, et enfin nous avons une science forte, reconnue très largement, et puis enfin la 5e branche de cette étoile de mer, c'est le climat. Depuis 2015, la France sur ces sujets-là est une puissance d'équilibre. Je ne suis pas certain qu'on puisse dire que dans le domaine maritime, la Russie, la Chine, les États-Unis soient une puissance d'équilibre. Et c'est ça qui, à mon avis, caractérise dans le palmarès notre regard à la mer et notre rapport à la mer qui... On dit souvent qu'on tourne le dos à la mer. Oui, enfin tous les pays tournent le dos à la mer parce qu'elle fait peur, sauf quand on est une île et un atoll. En l'occurrence, on est un grand pays maritime, je confirme. Alors, on est un grand pays maritime, mais nous l'ignorons, en tout cas le grand public l'ignore, et même un certain nombre d'intellectuels et de hauts fonctionnaires. C'est, M. Coutancé, l'une de vos idées forces. Hein. On manque de culture maritime, et si la mer était enseignée à l'ENA, la France se porterait beaucoup mieux. En tout cas, oui, on est une puissance maritime qui s'ignore majoritairement dans le public. C'est pour ça que le projet le nouveau musée de la marine est important de ce point de vue-là. Donc, il va voir le jour en 2023, puisque c'est un musée, le musée de la marine, on l'a tous connu avec ses maquettes, donc qui nous racontait la mer d'hier finalement. Et là, on va avoir la mer d'aujourd'hui. La mer d'aujourd'hui avec la question de la biodiversité, avec la question des nouveaux secteurs économiques, les éoliennes, etc. Et je pense que ça peut participer en tout cas à changer le regard, parce que quand je dis que la France est une puissance maritime qui s'ignore, on a effectivement un espace maritime, mais un espace maritime, so what, après... avoir un espace maritime, c'est bien gentil. Ce qui compte, c'est d'avoir des acteurs, après, qui puissent animer cet espace maritime. Et en l'occurrence, Olivier Poderver le rappelait, on a une marine nationale qui compte, et on a aussi des acteurs économiques qui comptent. Et ça, c'est important, parce qu'on a des acteurs économiques qui comptent dans les secteurs principaux de l'économie d'aujourd'hui. C'est-à-dire on vit encore dans une économie mondialisée, et cette économie mondialisée, elle repose sur 2 piliers, Internet. Et Internet, sans qu'on le sache toujours, ça repose sur une infrastructure de câbles sous-marins, de câbles en fibre optique. C'est 90% des communications numériques qui passent par ces câbles sous-marins. Et la France a la chance d'avoir des acteurs qui comptent dans ce domaine-là. Je pense à Orange Marine qui pose des câbles. Vous voyez, quand vous avez l'importance de ces câbles sous-marins, on l'a vu la semaine passée, là, quand il y a eu le tsunami qui a affecté les Tonga. Les Tonga ont été coupés de tout le réseau Internet parce qu'un câble avait été coupé. Donc c'est un pilier qui est important. Et puis la France est aussi un acteur de premier plan dans le domaine des porte-conteneurs. On a une compagnie comme CMA CGM qui est le 3e armateur mondial de porte-conteneurs. Donc c'est ça qui fait de nous une puissance maritime. C'est-à-dire qu'on a un espace maritime, on a une marine nationale, et c'est important pour protéger cet espace maritime, pour assurer nos liaisons aussi, protéger nos liaisons. Et puis, c'est l'autre pilier, le 3e pilier, on a des acteurs économiques qui comptent aussi et qui sont dynamiques. En tout cas, dans l'économie dans laquelle on vit. Et après, la question, c'est de savoir si dans l'économie qui s'ouvre, autour de la biodiversité, etc., on pourra compter de la même manière. Alors justement, vous, plus que de puissance, vous parlez de potentiel maritime. C'est-à-dire que sur le plan économique, on peut beaucoup mieux faire, et nos résultats ne sont pas forcément à la hauteur de notre domaine, qui lui est énorme. Alors surtout, il y a 2 secteurs, et je fais le lien avec les Outre-mer qui nous réunissent aujourd'hui, qui me paraissent importants. Il y a une chose qui, quand on regarde, on s'intéresse à l'économie maritime, est un peu un paradoxe, c'est-à-dire qu'effectivement, on est à la tête du 2e espace maritime du monde, et quand on regarde notre balance commerciale
dans le domaine des produits de la mer, elle est en déficit depuis 40 ans. Depuis 5-6 ans, on est sur un déficit annuel de 4 milliards d'euros quand même. Donc ça, c'est un domaine, par exemple, où je suis persuadé qu'on peut mieux faire. Et les Outre-mer peuvent y contribuer, ça j'en suis convaincu, parce que dans le domaine des produits halieutiques, le grand changement qui est intervenu, c'est qu'aujourd'hui, la majeure partie des poissons qu'on consomme ne sont plus pêchés, mais élevés. Et ça, les fermes aquacoles, on est en mesure, en France, d'arriver à une aquaculture assez durable avec des nourritures de farine d'insectes pour les poissons. Et c'est un potentiel de développement pour les Outre-mer. L'autre potentiel que je vois, c'est au niveau de la biodiversité. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la biodiversité marine de la France, elle est très riche, mais elle repose pour l'essentiel sur nos Outre-mer. Et cette richesse de la biodiversité, c'est un patrimoine, mais qui commence à être exploité, qui va être exploité dans le domaine des médicaments, du soin, et dans le domaine du soin au sens large, parce qu'on a un certain nombre de cosmétiques qui sont fabriqués sur la base aussi de cette faune et de cette flore marine. Donc ça, c'est un secteur aussi où je pense que c'est un levier de développement pour les Outre-mer, même si ça implique de la formation professionnelle, de former, de créer des filières, etc. Donc il y a un effort important à faire, mais c'est deux secteurs qui sont intéressants. Alors, Monsieur Mered, vous partagez ce constat. Nous avons le potentiel, mais les résultats ne sont peut-être pas à la hauteur de ce que nous pourrions en attendre. Mais oui, et vous avez dans votre première question amené les éléments aussi qui font qu'il y a eu une forme de retard, ou en tout cas qu'il y a une forme de désintérêt. C'est-à-dire que fondamentalement, quand on est en 2009, qu'on a le Grenelle de la mer, qu'un éminent chercheur comme Christian Buchet arrive avec ce concept d'Archipel France, et que ça a pris 10 ans pour que ce concept d'Archipel France arrive jusqu'à la bouche du président de la République, donc Emmanuel Macron en 2019, lors de la fin des Assises des Outre-mer, et bien, de fait, c'est significatif, effectivement, de cette culture qui est en train d'évoluer. On parlait de culture marine il y a 2 secondes, elle est en train d'évoluer. On est en train de devenir petit à petit, peut-être pas des mériens à la place des terriens, mais le côté mérien commence à prendre de plus en plus de place grignotée de l'espace. Et ça, c'est grâce aux chercheurs, ça c'est grâce aux explorateurs, c'est grâce aux navigateurs, c'est grâce aux élus ultramarins, c'est grâce aussi aux entrepreneurs. Tous ces gens-là font partie aujourd'hui de cette culture maritime. Et il y a un deuxième point qui est fort, c'est que sur la question de l'enseignement, et notamment de l'enseignement des élites au niveau du supérieur, on est en train de faire bousculer des choses aussi. On peut penser par exemple au master, au diplôme universitaire qui a été lancé par le CESM avec la Sorbonne, histoire de faire de la pub pour mon collègue. Et pour faire de la pub chez nous à Sciences Po, on a aussi un certificat Océan qui a été créé cette année. Il y a un programme de travail, un bachelor qui va peut-être émerger sur les questions maritimes. Sur le campus du Havre, je vous fais l'annonce en avant-première, sur le campus du Havre de Sciences Po Paris au Havre, qui est dédié aux enjeux maritimes et Asie-Pacifique, on va créer demain, il sera lancé demain, le premier cours jamais fait à Sciences Po sur la géopolitique des Outre-mer. Donc fondamentalement, ces choses-là, petit à petit, commencent à arriver, tissent une toile qui permet de faire évoluer cette culture maritime. Et puis je forme un vœu pour 2022, c'est que fondamentalement, dans des hebdomadaires comme le vôtre, au Point, il y ait aujourd'hui des chroniqueurs qui reviennent toutes les semaines sur la mer, sur les Outre-mer, et en particulier peut-être sur les Outre-mer encore plus, parce que souvent quand on parle de mer depuis l'Hexagone, même quand on est breton ou normand, ça arrive, on a tendance à voir la mer un petit peu comme quelque chose de hors sol, ce domaine maritime français, on se demande pourquoi faire, et on a du mal à le connecter aux Outre-mer. Et sans les élus, sans les jeunes qui arrivent à faire ces connexions, eh bien de fait, on pense à la mer, on oublie ces petits bouts de terre, qui ne sont pas forcément petits, pensez à la Guyane, qui permettent aussi de voir la France autrement. Et dernier point pour conclure, il y a aussi une culture maritime à faire évoluer dans les Outre-mer eux-mêmes. Ce qu'on observe, c'est que fondamentalement, là aussi, dans les territoires ultramarins, et pas que en Guyane, qui est continentale évidemment, les populations, les entreprises, les tissus économiques endogènes, etc., sont tournés vers la terre avant d'être tournés vers la mer. Et ça, notamment avec l'énergie, notamment avec la valorisation de la biodiversité, etc., etc., il y aura un changement certain. Alors vous êtes optimiste et volontariste, on en est heureux, mais néanmoins dans vos écrits, c'est pas toujours le cas. Je vous cite, les Outre-mer sont des points d'ancrage, mais pour l'instant, elles n'ancrent pas grand-chose. Mais c'est ça le sujet, c'est-à-dire qu'on en a parlé ce matin, ça a été dit dans plusieurs tables rondes et ça sera redit encore ce soir. L'ancrage territorial, cette idée que les Outre-mer puissent être des porte-avions, etc. Ça a été très bien dit par Sarah Mohamed Gaillard ce matin, qui fait partie évidemment du comité de pilotage de notre chaire. Fondamentalement, on ne peut pas juste se dire les Outre-mer sont là et donc, grâce à eux,
ça donne un élément de puissance. Oui, il y a un facteur de puissance qui vient, qui est consubstantiel à cette dimension maritime des Outre-mer, à cette distance. Mais fondamentalement, ce qui se joue aujourd'hui, c'est les points de connexion. C'est comment fait-on pour effectivement tisser ce réseau, cet archipel France, et pas juste par l'aérien, parce que l'aérien permet cette continuité territoriale, effectivement, et encore pas partout, mais comment on accroche cette archipélité. Et puis, dans les Outre-mer eux-mêmes, il y a la question de la multi-insularité. Il y a la question de, effectivement, on en parlait ce matin, si la Guyane est connectée, par exemple, avec le Suriname ou avec le Brésil, c'est connecté, mais pourquoi ? Et aujourd'hui, dans les discours, dans ce qui est représenté au niveau national, dans ce qui fait partie des débats publics sur les Outre-mer et sur la Guyane, quand on parle des voisins, on n'en parle pas pour l'énergie, on n'en parle pas pour l'innovation, on n'en parle pas pour, je ne sais pas moi, du brassage interculturel, non, on en parle pour la question de la sécurité et de l'immigration, par exemple. Donc fondamentalement, là aussi, quand on parle d'ancrage, il faut se poser la question quel ancrage économique, il faut se poser la question quel ancrage culturel, quel ancrage linguistique. Là aussi, le fait que dans les Outre-mer, et c'est vrai pour l'ensemble des territoires, il y a un niveau de pénétration de l'anglais ou de l'espagnol qui soit relativement faible, n'aide pas à véritablement créer cette dimension d'ancrage. Bref, toutes ces dimensions-là aujourd'hui, elles doivent faire l'objet d'une politique volontariste. Et cette politique commence à arriver petit à petit, depuis le Grenelle de la mer, elle se construit. Alors, des forces, mais aussi des faiblesses. Prenons les ports, on a peine à le croire. Aucun port français ne figure dans le top 10 des plus grands ports. Monsieur Coutançais, c'est la réalité. Pourquoi ? Oui, alors dans les ports, pour le coup, dans les ports de métropole, effectivement, oui. Ça c'est un des versants. Ça fait partie justement du versant où les élites, pour le coup, où la France a eu du mal à comprendre la mondialisation. Et la mondialisation, ce que j'évoquais, repose sur deux piliers, hein, donc les câbles sous-marins et les porte-conteneurs. Et les porte-conteneurs, on n'a pas su le comprendre tout de suite. C'est-à-dire que le premier porte-conteneur de l'histoire a navigué en 1956. En 1966, 10 ans après, Rotterdam a son terminal à porte-conteneurs. Et Le Havre, par exemple, a été doté de son premier terminal à porte-conteneurs Port 2000 en 2006, donc 50 ans après. Et ensuite, une fois que vous avez ce terminal, il faut que vous soyez parfaitement connecté à l'intérieur des terres. Il faut que vos conteneurs, quand ils arrivent, puissent circuler de façon fluide à l'intérieur des terres. Et c'est vrai que là aussi, on a eu du retard au niveau du fret ferroviaire. C'est un retard qui commence à être rattrapé, puisqu'on a eu des investissements importants. On va avoir une connexion directe entre Port 2000 justement et la Seine. Donc c'est des choses qui commencent à être rattrapées. Mais après, on n'a pas vu ça, effectivement. On commence à le rattraper. Ceci dit, il y a une chose qu'on a vue et qui nous rend très attractifs en ce moment, ce sont les câbles sous-marins. Il faut avoir conscience, et ça joue certainement dans l'attractivité de la France et les investissements. Vous savez la France est le pays qui capte le plus d'investissements étrangers au niveau européen depuis 2-3 ans. Au niveau des câbles sous-marins, on est le point d'entrée de l'Union européenne. Marseille, par exemple, sera dans 2 ans maintenant le 5e hub numérique mondial. Ça veut dire que quand vous avez des câbles sous-marins qui arrivent sur votre rivage, vous avez du débit important. Et du débit important, ça veut dire que les entreprises vont vouloir installer leurs serveurs. C'est pas pour rien que Netflix, par exemple, installe ses serveurs en Provence. C'est pas pour rien que Amazon installe ses serveurs en Provence. C'est une attractivité. Et du point de vue de l'outre-mer, ça joue aussi. C'est-à-dire que les territoires d'outre-mer sont relativement, quand on compare, en tout cas au niveau régional, sont relativement bien connectés. Et on a pu, grâce à ça, parce que, vous voyez, sur les Outre-mer, là où je me désole un peu, c'est qu'en métropole, on montre souvent une image datée des Outre-mer, et puis une image qui est souvent un peu misérabiliste. Alors, il y a des réelles problématiques sociales, il y a des réelles problématiques de niveau de vie, mais il y a aussi, quand on parle de la nouvelle économie, entre guillemets, il y a aussi des fleurons dans les Outre-mer. Je pense à une entreprise comme Exodata La Réunion, par exemple, qui est une entreprise qui est sur la cybersécurité. Elle est née à La Réunion, elle s'est développée dans les autres territoires d'Outre-mer, et elle arrive en métropole. Donc, il y a aussi ça en Outre-mer. C'est pas que des secteurs économiques du passé, ça n'est pas que de la vie chère, il y a aussi des choses qui se développent, des jeunes pousses, des entreprises comme on en voit en métropole. On a par contre un problème d'investissement, mais ça c'est encore un autre sujet. Alors Monsieur Bérec, vous brûlez d'intervenir, ensuite on reviendra sur les ports et ce projet de fusion
des 3 ports de l'axe Seine. On verra avec M. Poivre d'Arvor où nous Oui. en sommes. Oui. Oui, mais merci. Désolé, je devance parce qu'effectivement, la dimension du numérique, elle est extrêmement importante et c'est un des points d'ancrage que j'évoquais tout à l'heure qui est en train de se développer. Typiquement, à La Réunion, quand on prend un événement comme le salon du numérique, le NIXI, qui avait lieu au mois de décembre cette année, on a vu comment La Réunion pouvait être un point d'ancrage, un point d'entrée, effectivement, pour l'ensemble de l'Afrique australe. Quand on a vu le même type d'événement arriver en Polynésie, notamment avec la French Tech, on salue évidemment Muriel Pontarolo et toutes les équipes là-bas, il y a une vraie dimension de ancrage territorial pour l'ensemble du Pacifique Sud. C'est pas juste la Polynésie, c'est pas juste avec le numérique essayer de dépasser des enjeux d'hyper-insularité. Donc cette dimension-là, très clairement, l'innovation, elle passe par le numérique, elle passe par les énergies nouvelles. On peut parler, ça a été évoqué ce matin, le SWAC. On peut parler évidemment du solaire flottant, de l'éolien flottant. On peut évoquer la question de la production d'hydrogène vert dans l'ensemble des territoires ultramarins ou presque. Il y a plein d'éléments là-dessus, mais qui malheureusement n'arrivent pas jusqu'au débat public dans l'Hexagone. Une toute petite parenthèse en parlant des câbles sous-marins. J'ai découvert en préparant ce débat que les GAFAM étaient les premiers poseurs de câbles, ce qui ne va pas sans poser quelques difficultés. Oui, effectivement. Sur la protection des données notamment. Enfin, oui, c'est un marché qui a complètement changé, c'est-à-dire que la pose de câbles était auparavant réalisée par les opérateurs, on va dire pour caricaturer les télécoms nationaux, hein, donc France Télécom, etc. Et les GAFAM sont effectivement, enfin certains, Google, Amazon et Facebook sont rentrés sur ce marché et ce sont aujourd'hui les principaux poseurs de câbles sous-marins. La Chine s'appuie sur Huawei qui a vendu en partie sa division, mais donc sur ses acteurs nationaux. Mais ça interroge véritablement, effectivement. C'est un marché sur lequel la France était ultra dominante puisqu'on a toujours d'ailleurs 2 acteurs, Orange Marine et Alcatel, qui a été repris par Nokia. Mais il faut qu'on reste présent sur ce domaine-là, c'est absolument décisif. Alors, Monsieur Poivre d'Arvor, revenons-en à nos ports. Où en est le projet de fusion des 3 ports de l'axe Seine annoncé par le président de la République, donc le port de Rouen, du Havre et de Paris? Je vais vous répondre tout de suite. Ça existe, puisque ça a été annoncé par le Premier ministre il y a maintenant 6 mois. Ça s'appelle AROPA, Havre, Rouen, Paris. Oui, mais dans les faits. Oui, je réponds. Mais c'est en train de se construire. Vous avez des ports qui sont à 100 km les uns des autres. Ça prend du temps. Quand certains ports des Pays-Bas vont se rapprocher, c'est à peu près le même mouvement d'ailleurs. Ça prend à peu près le même temps entre Anvers et Bruges. Donc ces ports se rapprochent, ils vont pouvoir assurer le sujet de logistique qui est évoqué, puisqu'il ne s'agit pas uniquement d'avoir une entrée en mer, mais il s'agit d'avoir aussi vraiment un arrière-terrain. Et d'ailleurs, on dit souvent que Strasbourg est la ville la plus connectée à la mer, parce qu'elle n'est pas loin des ports que j'ai cités, d'Anvers, Bruges et Hambourg. Donc, en fait, à ce moment du débat, je me dis on va arrêter de répondre à vos questions en disant toujours on est les plus grands, on est moins grands. Parce que c'est plus complexe que ça quand même. Qu'est-ce qui fait qu'on est mérien? Qu'est-ce qui fait qu'on est un grand pays de mer? C'est pas le fait que les citoyens se réveillent tous les matins en se disant on est au bord de la mer. Est-ce que vous croyez que les Russes, est-ce que vous croyez que les Américains ou les Chinois se réveillent en se disant on est des mériens? Non, pas du tout. Les États-Unis, c'est très central, la Chine c'est très vaste, elle a une toute petite ZEE, ce que nous n'avons pas. Ce que nous construisons, ce que nous avons construit à travers l'histoire et à travers... Il y a un mot qui n'a pas été prononcé, 2 mots qui n'ont pas été prononcés, c'est le mot culture et le mot climat. D'abord, c'est la culture. C'est qu'on a construit une culture française qui s'était, avant que le mot archipel ne soit employé par certains, il a été employé par Édouard Glissant, l'archipélisation du monde. Et nous sommes dans cet archipel-là de culture qui fait que parmi nous, en effet... la culture francophone, des écrivains, de la littérature, des influences, qui fait qu'on est un pays-monde, un vrai pays-monde. Premier élément. Deuxième élément, on va de plus en plus se rendre compte de ce qu'est la mer, parce qu'on se rapproche de la mer. D'abord, on est quand même aujourd'hui 35 millions à vivre au bord de la mer, c'est-à-dire vivre à moins de 30 km du bord de la mer, dont les 2 millions d'ultramarins, évidemment, mais tous ceux du littoral. En 2050, il y aura 75% de l'humanité qui vivra à 75%. Et elle va se rendre compte, 75 km d'un littoral, on va se rendre compte que la mer est puissante, parce que là, c'est le climat qui intervient, c'est que c'est pas tout de se rapprocher de la mer, de l'abîmer, de la polluer, les systèmes d'assainissement, d'urbaniser à l'extrême. Mais on le voit bien, la mer sait répondre à ces menaces, ne serait-ce que par le phénomène d'érosion ou d'élévation du niveau de la mer, que nous connaissons bien avec Mika, lié à l'Arctique et au Groenland. Donc,
Alors, les ports, c'est une chose, mais vous l'avez dit, nous avons à Marseille, c'est important de le rappeler, à la fois ce troisième acteur européen, le conteneur, c'est quand même aujourd'hui 92% du commerce mondial. 92% du commerce mondial. Les 4 Européens que nous sommes, parce qu'on pourrait aussi parler de l'Europe maritime, mais on est dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, les 4 grands transporteurs de conteneurs européens, que sont CMA-CGM, que sont Maersk, que sont MSC ou que sont Hapag-Lloyd, représentent 55% de ce commerce. Donc 50% du commerce est européen. De même les ports, vous savez, vous n'avez pas de port britannique dans les 10 premiers. Hein. Vous avez Anvers et Hambourg dans les 10 premiers, mais vous avez surtout les Chinois qui sont là. Donc qu'on soit très en retard, c'est évident, on a mis du temps à s'y mettre pour ce qui est des ports, mais qu'on soit relié à la mer, nous ne sommes plus qu'aucune puissance maritime. Nous sommes plus que les Russes parce que nous sommes présents en haut, en bas, nous sommes arctiques par Saint-Pierre-et-Miquelon, nous sommes antarctiques par les terres australes, nous sommes indiens par Mayotte et la Réunion, et nous sommes pacifiques comme nous sommes atlantiques avec les Caraïbes. Donc cette France-monde, si on peut en parler aujourd'hui, c'est parce qu'il y a cette mer qui nous relie plutôt que nous sépare. Oui. C'est clairement le moment de faire une comparaison, parce que quand on compare, on se console, mine de rien. Typiquement, si on prenait l'Union européenne avant le Brexit, c'était 22 millions de kilomètres carrés d'espace maritime. La France en avait 11,6 millions, donc à peu près la moitié. Depuis que les Britanniques sont partis, l'Union européenne, c'est 15 millions de kilomètres carrés d'espace maritime. La France, on a toujours 11,6 millions. Et la France est le seul pays de l'Union européenne dans l'hémisphère sud. Il y a des dimensions comme ça qui dépassent simplement la question purement économique ou la question purement politique ou institutionnelle et qui alimentent la culture, effectivement. Oui, d'où l'importance, par exemple, dans une présidence de l'Union européenne, pour beaucoup de gens, c'est très abstrait. Ça commence à un moment, ça finit au bout de 6 mois. Mais c'est la première fois que dans une présidence d'un État membre, la mer va être vraiment un des grands sujets, le grand sujet environnemental d'ailleurs de cette présidence française. Donc cette conscience, elle évolue, en effet, on est en mouvement, je crois qu'il y a un mouvement très, très réel. Vous y participez d'ailleurs beaucoup, Le Point, parce que vous chroniquez, vous écrivez sur les livres, vous vous y intéressez, vous voyez les sujets stratégiques évidemment qu'on n'a pas forcément abordés, mais en effet, moi je suis toujours effrayé de voir qu'on peut dire que les pays d'outre-mer sont des porte-avions ou qu'on va se servir de ces pays-là. Non, enfin, on ne se sert pas. Hein. On fait ça ensemble ou on ne le fait pas. Et puis il y a des continuités technologiques. Typiquement, vous parliez d'Aropa tout à l'heure. Ce qui va permettre de faire cette connexion Le Havre, Rouen, Paris, c'est évidemment le secteur du fluvial. C'est en particulier la décarbonation de ce secteur fluvial, en passant notamment par ce que peut faire par exemple Sogétran avec des barges à hydrogène. Typiquement, si on fait de l'hydrogène vert, si on développe des innovations dans les Outre-mer et qu'elles alimentent ensuite l'Hexagone, on a typiquement là un apport des Outre-mer, un apport net à la décarbonation ici dans l'Hexagone. Et cette dimension-là, apport net des Outre-mer dans l'Hexagone, on la voit trop peu dans ce débat public. Et de fait, nous, à la chaire Outre-mer, avec le soutien du ministère des Outre-mer qui a permis de créer cette chaire, notre objectif, c'est pas juste d'éduquer nos étudiants à cette question ultramarine, etc. Et d'ailleurs, c'est assez marrant de voir que nos premiers stagiaires étaient pas juste ultramarins, mais américains, chinois, et pas juste donc français. C'est assez marrant de voir que le cours qu'on va lancer demain, c'est 25 étudiants au-dessus de nos objectifs, la plupart étrangers, ça va être un cours en anglais. Bref, on va éduquer les étudiants à autre chose. Ok, très bien. Mais fondamentalement, il faut que dans le discours, on ait aussi des médias qui jouent le jeu. Et pas juste les premières de France Télé ou Outre-mer 360, des médias comme Le Point aujourd'hui et peut-être comme d'autres demain, qui permettront de parler des Outre-mer pas que quand il y a une crise sanitaire, pas que quand il y a une crise politique, pas que quand il y a de la violence. Parce que moi, je viens de Guadeloupe et ça m'embête un peu qu'à chaque fois que je parle de mon territoire, on me dise « Ah oui, vous êtes chaud chez vous ». Voilà, on est plus que ça. Et notamment, on est des innovateurs et des mériens. Alors, Monsieur Poivre d'Arvor, le président de la République a un discours, en effet, on l'a vu, très volontariste. Il annonce une stratégie de réinvestissement économique, politique, culturel. Quelle est cette stratégie et quelle annonce et quelle initiative va-t-il prendre lors du sommet de Brest, dont vous êtes non seulement l'une des chevilles ouvrières, mais l'organisateur? Qu'on peut attendre? Oui, c'est Richelieu qui disait que les larmes avaient souvent le goût salé des mers que les souverains ignoraient, les larmes des souverains. Les présidents ont eu des rapports assez contrastés avec la mer. Ils n'ont pas été beaucoup sur la mer, les rois très très peu.
Il y a le canot de l'Empereur qui était au musée de la Marine qu'on a amené à Brest, là, qui a été très peu utilisé. Et donc, alors je ne sais pas si c'est parce qu'il est né à Amiens et qu'il y a Jules Verne qui est pas loin, donc quelques grandes littératures marines, mais c'est vrai qu'on a un président qui s'exprime sur le sujet. Il s'exprime sur ce sujet souvent dans cette vision qu'il a de l'Europe, une vision stratégique, et puis le sentiment très clair, et ça c'est un bon point, que c'est un élément de la puissance. Et donc, merci. Merci surtout aussi de faire que pendant la présidence française de l'Union européenne, on va parler de la mer. C'est vraiment la première fois depuis que les présidences existent, je ne sais pas, Mika qui est une encyclopédie, ça certainement, depuis 20 ans peut-être, qu'un État membre se dit la mer c'est important. Les Britanniques ne l'ont jamais fait, les Pays-Bas, les Belges, les Espagnols, etc. Donc on le fait, et on va réunir à Brest pendant 3 jours des leaders du monde entier, des économistes, des gens qui peuvent décider surtout, pour faire non pas un sommet de blabla, mais un sommet d'engagement. Donc chaque personne qui est invitée doit entrer avec un engagement, et des engagements sur la protection de la biodiversité, classement des aires marines protégées, la lutte contre la pollution plastique, contre toutes les pollutions, toutes les pressions qui sont quand même considérables aujourd'hui sur l'océan, on en parle, et qui affectent terriblement les territoires ultramarins. Vous avez vu, en 3 jours, je ne sais pas si les journalistes ont fait beaucoup de liens, mais il y a les Tonga, dramatique, et puis à 10 000 km 500 de là, il y a le Pérou, et c'est la même histoire, donc, un océan, et donc forcément il y a une vulnérabilité très forte de ces territoires ultramarins, où d'ailleurs il y a parfois une recherche scientifique de très grande qualité à cause de ça. Voilà, et donc on va essayer pendant ces 3 jours de s'engager fortement sur la gouvernance de l'océan aujourd'hui. Il y a un vrai sujet, il y a une négociation depuis maintenant des années sur 60% de la mer, la haute mer, qui s'appelle le traité de la BBNJ, et il n'y a toujours pas de décision. Donc on va vraiment essayer d'accélérer ce calendrier. On parle de climat, de biodiversité. Moi je pense qu'il faut un jour avoir une COP océan, parce que c'est un sujet qui évidemment concerne la plupart des pays, qui les relie, et qui est aujourd'hui un sujet en soi par la menace climatique et cette élévation du niveau de la mer. On est à 1,10 m aujourd'hui dans les prévisions du GIEC. Si ça va de plus en plus mal en Antarctique, et notamment je pense dans les glaciers de l'ouest ou de l'est, on passera facilement à 2 mètres d'ici 2100. Et là on se rendra compte que la mer existe. Au Havre, ils auront les pieds dans l'eau, et il y a une partie du littoral français qui sera submergée. Alors j'avais encore 1 milliard de questions à vous poser, mais je voulais donner un petit peu la parole à la salle. Oui, je crois qu'il y a des questions. Les débats sont intéressants, nous avons des questions. Pour être une puissance maritime à la hauteur de sa zone économique exclusive, la France ne devrait-elle pas augmenter fortement sa flotte marine nationale, notamment basée en Outre-mer? Monsieur Coutancé, peut-être. Dans l'absolu, oui, bien sûr. Après, on a une loi de programmation qui nous permet une remontée en puissance. Mais après, sur ces sujets, il y a toujours le souhaitable et le possible. C'est-à-dire que là, on fait un effort qui n'est pas négligeable. Et puis après, on a une marine qui est dimensionnée au budget de notre pays. Enfin, en fait, je méfie toujours des... Donc, oui, on peut faire plus, mais je me méfie toujours quand on segmente par secteur, parce que, alors on va dire, oui, il faut augmenter le format de la marine, mais après, on rentre dans le détail, il faut prendre où? C'est-à-dire qu'il faut baisser au niveau de l'enseignement, il faut baisser au niveau... Et je trouve qu'on a une marine déjà qui a un bon niveau, il faut souhaiter qu'elle soit... en tout cas qu'au niveau des Outre-mer, il y a encore des efforts à faire, parce qu'on a vu notamment avec Irma aux Antilles qu'on peut s'attendre à des événements climatiques majeurs, et donc il faut être capable d'y intervenir. Mais on a des moyens aussi, ne serait-ce que par de la surveillance satellite pour lutter contre la pêche illégale. Il y a des drones, il y a des choses comme ça. Donc on a une panoplie de moyens aussi qui se déploient. Donc oui, dans l'absolu, il faut plus, mais on a déjà un format qui est pas si mal. Et il y a un effort, en tout cas, réel qui est fait. Autre question. Une question qui est plus une question philosophique. La mer s'abordant à partir des côtes, comment passer d'une vision des Outre-mer centrée en Europe à une vision de l'Hexagone comme l'Outre-mer des régions extra-européennes? Pour Olivier. Oui. Il faut, ma famille est mauricienne, pour bien comprendre cette question, il faut vivre en Polynésie, il faut vivre dans l'océan Indien. C'est qu'on a une autre perception du monde. En effet, là, on est sur notre terre et on regarde, on se dit à droite, il y a un peu d'outre-mer, à gauche aussi, etc. Non, je pense qu'en effet, il faut vraiment se
fermer les yeux pendant une minute, se dire que nous ne sommes pas du tout cet hexagone qu'on croit, mais qu'on est cet archipel. En plus, sur une ligne, vous voyez, regardez, quasiment pas tout à fait la même ligne, mais presque. Donc, on encercle le monde comme ça. Et puis, il faut lire de la littérature polynésienne, il faut lire Glissant, il faut lire il faut se pénétrer de ces cultures. Le rapport à la mer, le rapport entre la terre et la mer, par exemple, en Polynésie, il est passionnant. Donc, il faut se cultiver. Voilà. La mer, c'est une culture. Peut-être. En une phrase, c'est une question d'automatisme géopolitique. Quand on a fait le logo de la chaire Outre-mer de Sciences Po, on ne l'a pas centré sur l'Hexagone. Quand on parle de la mer sur les Outre-mer, on parle de 97% de la zone économique exclusive, 86% de la biodiversité. On a toujours ces statistiques, ces éléments de langage, certes, qui reviennent à chaque fois un petit peu comme une ancienne, comme quelque chose comme un gimmick, mais c'est une réalité. Et aujourd'hui, nos étudiants qui sont intéressés particulièrement par le climat et l'environnement le comprennent très bien, les adoptent et les développent. Juste 2 secondes, parce qu'il y a des choses qui peuvent changer tout bêtement. Je me suis aperçu qu'à la météo du 20h, depuis peu de temps, on a la météo des Outre-mer. Au niveau des enfants, ça forme déjà le regard. Moi, mon petit dernier, la première fois qu'il a commencé à s'intéresser à ça, il m'a dit « mais pourquoi on montre la France là-bas, etc. » Et donc là, j'ai pu lui expliquer. Ça fait rentrer petit à petit dans les têtes que la France, ça n'est pas que l'Hexagone, c'est un ensemble. Et ça, c'est important. C'est un détail, mais c'est important. Ravi de l'intervention de M. Coutançé. En métropole, ce qui me désole, c'est qu'on montre une image datée et misérabiliste des Outre-mer. Il y a aussi des entreprises à succès en Outre-mer. Oui, enfin, je soulignais l'exemple d'Exodata, mais il n'y a pas que. Et par contre, là où le ministre intervenait ce matin justement en disant qu'il fallait revoir la politique de défiscalisation, je pense qu'on a un vrai sujet en tout cas. On a des investissements massifs sur la French Tech, par exemple, en ce moment, mais qui est quand même beaucoup centré sur l'Hexagone. Il faut qu'on puisse tracer aussi ces investissements vers l'outre-mer. Et là, on a des questions qu'on n'a pas pu évoquer, on n'avait pas le temps, mais il y a des questions qui sont importantes en termes de prix de l'énergie en outre-mer, parce que l'énergie est très chère, et pour attirer des investissements, c'est important qu'il y ait un changement vers des énergies plus durables. Ça, c'est en train d'être le cas. Et puis, en matière de transport aérien, il faut que ce soit aussi plus fluide. Mais oui, il y a ce visage-là aussi des outre-mer qu'il faut montrer. Vous allez être intéressé par la session qui suit. Une dernière réaction ? Oui, en un mot, dans les Outre-mer, on fait des premières mondiales sur l'hydrogène décarboné, on fait des premières mondiales sur les produits de la mer, on fait des premières mondiales sur de la technologie numérique. On fait des premières mondiales et on ne le sait pas. On n'en parle pas. Donc là, il y a un premier sujet à revoir. Et le deuxième sujet qui va être important aussi, c'est que oui, il y a des pépites dans les Outre-mer, mais il y a un souci d'accès au capital risque. On en parlera certainement, Daniel Hierceau en parlera mieux que moi. Il y a un sujet un manque quantitatif de capitaux risqueurs, un manque quantitatif de capitaux qui peuvent être fléchés vers un risque plus élevé que d'autres. Et puis par ailleurs, il y a un manque aussi de dispositifs pour créer des capacités de connexion entre, d'une part, les territoires ultramarins et leur environnement régional, les organismes de développement économique régionaux et évidemment l'Union européenne qui a des véhicules d'investissement qui peuvent être utiles en la matière. Merci, Monsieur Poivre d'Arvor. J'aurais rêvé vous interroger sur la stratégie polaire que le... Je n'aurais pas répondu parce que le président de la République la présente dans 15 jours. Eh ben, il faut attendre encore un petit peu. J'aurais tenté le coup et j'espère que c'est dans les colonnes du Point ça va être plus que vous sérieux, présenterez. En tout cas, on a du retard à rattraper. Voilà, et il le sait, et nous le savons en tout cas. Et les pôles, c'est vraiment important, ne serait-ce que pour la raison qu'on a évoquée pour ces questions d'élévation, mais tout simplement d'équilibre des mondes. Merci beaucoup, messieurs. Ce forum Les Outre-mer aux avant-postes se poursuit avec d'autres débats et d'autres invités. Merci d'avoir suivi celui-ci et d'y avoir participé. On vous applaudit chaleureusement et on se retrouve dans 5 minutes pour une 7e session, les Outre-mer, une puissance économique aux facettes multiples. Vous voyez, on traite tous les sujets.